Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. C'est une petite révolution. Vendredi entre en vigueur le RGPD, le Règlement général pour la protection des données, texte européen pour mieux protéger nos données numériques, visé entre autres par ce texte les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, ces sociétés américaines du numérique qui sont entrées dans nos vies de façon insidieuse des fois. L'Europe leur reproche de confisquer à leur profit les données numériques personnelles des utilisateurs. La riposte, c'est le RGPD qui ne concerne pas seulement les GAFA, il concerne aussi votre commerçant, votre banque, votre patron, les ressources humaines. Bref, ça touche les gens dans leur vie quotidienne. C'est important. Qu'est-ce qui va changer exactement? On va en parler avec nos invités. Nous ont rejoint sur ce plateau Eva Joly, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne du groupe des Verts, ici au Parlement européen, le groupe des Verts qui est un peu à l'origine de cette réglementation. Vous-même, vous êtes très impliqué sur les problèmes du numérique, tant sur la fiscalité que sur les données personnelles. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean Arthuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen du groupe de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe, ancien ministre de l'économie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Enfin, Christine Revaud-Dallon, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne du groupe des socialistes et démocrates. Merci d'être venue. Mais avant, cap sur l'actu, cap sur l'Italie. L'Italie, pays fondateur du projet européen, deuxième industrie en Europe, devant la France, derrière l'Allemagne. L'Italie ou la Ligue, la droite souverainiste et le mouvement 5 étoiles se marient définitivement. Ils ont présenté un contrat pour un gouvernement de changement. En fait, c'est plus une compilation des mesures voulues par chacun qu'un projet politique articulé, avec quand même un ennemi commun, l'Europe de Bruxelles. On regarde et on réagit juste après. Ce mariage à l'italienne entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles, c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. C'est aussi un programme commun révélé vendredi dernier et acté par les deux formations. Sur le plan économique d'abord, le programme promet de combler les déficits avec une politique de croissance. Il prévoit des baisses drastiques d'impôts, l'instauration d'un revenu pour tous, l'abaissement de l'âge de la retraite dans le deuxième pays le plus vieux du monde, et aussi une fermeté inédite contre la corruption. Personne ne doit craindre nos politiques économiques qui seront très différentes de celles des dernières années, qui ont fait augmenter la dette publique de 300 milliards d'euros. Notre objectif est de faire croître l'économie italienne pour réduire la dette. Sur le plan intérieur, c'est un tour de vis sécuritaire, un programme anti-islam et anti-migrants. Le futur gouvernement annonce vouloir renvoyer chez eux 500 000 migrants débarqués de Méditerranée, et ce, en un an seulement. Aujourd'hui, les expulsions se font au rythme de 6 500 par an. Même en quadruplant ce chiffre annuel, il faudrait plus de 20 ans à l'Italie pour expulser plus de 500 000 migrants. Je veux aussi le dire au niveau international, laissez-nous commencer à gouverner. Ensuite, si vous voulez, critiquez-nous. Mais laissez-nous commencer notre travail. Et voici l'Italie, la troisième économie de l'Union, qui avance en terrain connu, avec un personnel politique mêlant amateurisme, démagogie et radicalité. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union, l'un de ses piliers bascule dans le camp de l'antisystème. Un défi majeur pour l'Europe, qui va devoir gérer une nouvelle crise interne d'une toute autre ampleur que l'épisode grec. Voilà, Christine Revaud-Dallon, la Ligue de Matteo Salvini et le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio ont passé un contrat de gouvernement. On l'a vu dans le reportage. Vous êtes inquiète? Plus qu'inquiète, c'est vraiment une catastrophe. Nous avions déjà connu la Hongrie, la Pologne, l'Autriche et maintenant l'Italie. Nous commençons à avoir trop de pays, trop de membres du Conseil qui sont sur des positions anti-européennes, sur des positions sur lesquelles ils ont gagné des élections avec des mensonges infamants concernant les réfugiés. C'est extrêmement préoccupant et ça nous interroge réellement sur la façon dont nous allons devoir porter l'Union européenne demain. Garder les traités constants avec cette règle de l'unanimité au Conseil, avec des tels représentants, c'est une vraie catastrophe. Jean Arthuis, sur le plan économique, l'équipe gouvernementale en Italie veut s'affranchir des politiques d'austérité européenne afin de plaire à ses électeurs. Comment vont-ils réussir à augmenter les charges, diminuer les impôts, le tout dans un contexte d'endettement italien extrêmement lourd et de politique européenne de réduction des déficits? C'est possible? C'est mission impossible. Mais cette situation
Cette situation, cette réponse de l'antisystème, on vient de le dire dans ce reportage, c'est une pierre jetée dans le système. Et le système, comment s'est-il comporté par rapport à ces migrations massives? Au nom du respect de la souveraineté nationale, au nom des accords de Dublin antérieurs aux migrations massives, lesquelles migrations massives sont en partie la conséquence de l'intervention de certains Européens lors des printemps arabes en Libye et en Syrie, l'Europe qui n'a pas tiré les conséquences de l'engagement qu'elle avait pu prendre, eh bien là, on a laissé les Italiens se débrouiller seuls face à l'immigration. C'est un acte d'irresponsabilité de la part des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Cette situation met en cause la responsabilité, le déficit de vision commune, comme si l'Europe n'était qu'une addition d'égoïsmes nationaux. Donc j'espère que cette situation va créer un électrochoc et mettre en évidence à quel point nous avons besoin d'Europe sur des domaines qui engagent des prérogatives de souveraineté. Vient un moment où, du fait de la mondialisation, les États seuls n'ont plus les moyens d'assumer certaines de ces souverainetés. Eh bien, lorsqu'ils n'ont plus les moyens de les assumer, il n'y a que l'Europe qui peut s'y substituer. Et donc, ces souverainetés doivent être partagées et on doit en tirer les conséquences sur le plan budgétaire. Donc ici, c'est une pierre dans le jardin du système, un système qui a été autiste et aveugle. Donc on l'a dit, le gouvernement italien est anti-système, eurosceptique, anti-immigration et souhaite par la manière forte expulser les 500 000 clandestins d'Italie, durcir les conditions d'asile, diminuer drastiquement le budget d'accueil et démanteler les camps de Rome. Vous dites quoi, Eva Joly? C'est un discours typiquement populiste et sortir le chiffre de reconduite de 500 000 immigrants dans l'année lorsqu'ils ne reconduisent que 6 000 par an, c'est évidemment complètement fictif. Mais je suis tout à fait d'accord avec M. Arthuis pour dire que c'est un défaut de solidarité européenne devant les crises migratoires dont nous sommes en partie responsables. Nous avons laissé. Il n'y a pas un remords à avoir. Nous avons laissé la Grèce et l'Italie seuls parce qu'ils sont limitrophes en Méditerranée. On se rappelle que la Commission avait décidé de répatrier 160 000 et de répartir 160 000 réfugiés au sein de l'Union. La France devait prendre 20 000, nous en avons pris 4 000. Donc c'est une absence de solidarité. Et pareillement, je dirais, la zone euro, qui est si importante aujourd'hui avec la crise mondiale, avec la décision de Trump de se retirer de l'accord de l'Iran, seul un euro fort avec un marché vivant permet de faire des contrats en euros pour échapper à la juridiction américaine. Et nous ne pouvons pas nous payer une crise de l'euro. C'est très grave dans le contexte international. Mais pour cela, il faut aussi une plus grande solidarité au sein de la zone euro. Il faut une gouvernance de la zone euro. La dette italienne est largement privée. Elle est privée italienne. Et c'est peut-être ce qui va faciliter un tout petit peu le traitement de la crise. Et on voit déjà les taux d'intérêt qui augmentent sensiblement. Vous n'avez pas répondu à ma question sur le plan économique. Vous avez répondu. Il y a un danger. C'est une perte de confiance. C'est une fragilisation de l'euro. Si on veut que l'on investisse en Europe, il ne faut pas qu'il y ait le moindre doute sur la pérennité, sur la solidité, sur la confiance qu'inspire l'euro. C'est en cela que la gouvernance de la zone euro doit être l'objet de toutes nos attentions et qu'il y a urgence à ce que l'on réforme cette gouvernance pour qu'il y ait une véritable politique économique à l'échelon et non pas une addition de politiques nationales. Nous avons une monnaie unique avec une banque centrale unique, une politique monétaire unique, mais il n'y a pas de politique économique unique. Donc ceci doit faire l'objet aussi d'une réforme en profondeur. Cette situation italienne devrait être l'électrochoc qui va enfin faire bouger et convaincre aussi bien l'opinion publique que les chefs d'État et de gouvernement qu'on ne peut pas continuer ainsi, qu'il y a urgence à être plus solidaire. Est-ce que le problème, fondamentalement, ce n'est pas que les peuples européens sont majoritairement eurosceptiques aujourd'hui?
Non, les peuples européens ne sont pas majoritairement eurosceptiques, mais il y a des discours démagogiques qui donnent des réponses, des fausses réponses, mais rapides, et qui font qu'à un moment donné, sur une élection nationale, on a ce type de vote. Il va falloir faire très attention pour l'élection européenne prochaine et pour démontrer que d'autres options sont possibles. Mais vraiment, encore une fois, il faut faire jouer la démocratie européenne. Le Conseil aujourd'hui n'avance pas, mais demain ce sera quoi avec l'Italie qui va arriver au sein du Conseil? On parle et on est tous d'accord pour réformer la zone euro et pour faire en sorte qu'il y ait davantage de solidarité. Mais avons-nous la certitude qu'avec ce gouvernement italien et les propositions qu'il fait, qu'ils iront dans ce sens-là? Si le Parlement européen ne joue pas pleinement son rôle, comme nous le proposons dans cette réforme de la zone euro, si on ne casse pas cette règle de l'unanimité au sein du Conseil et qu'on ne revient pas à une règle de la majorité, on ne pourra pas avancer. En tout cas, il y a dans ce peuple européen une majorité, et je veux encore le croire, qui est pro-européenne. Mais il faut répondre à ces questions. Et Eva Joly avait raison. Nous avons voté au Parlement européen un certain nombre de propositions pour la relocalisation des réfugiés, pour la solidarité au sein de l'Union européenne. Le Conseil n'a pas respecté ses engagements alors même qu'il était d'accord. Il y a la France, mais il n'y a pas que la France. Il y a l'ensemble de l'Union européenne qui n'a pas respecté cela et qui a laissé l'Italie seule avec ses réfugiés et qui a poussé des cris d'alarme plusieurs fois. Donc il faut que le Parlement européen, quand il vote des lois, elles soient respectées comme c'est le cas en France. On voit aussi les dégâts d'une politique d'austérité qui a vraiment été trop dure pour les peuples. Et il est aussi temps, et ça ils ont raison, il est aussi temps de sortir de la politique d'austérité et de trouver une politique qui s'occupe aussi de l'intérêt des peuples et pas simplement des investisseurs ou des capitales. Très rapidement. Il y a sûrement un déficit démocratique en Europe. Ouais. C'est l'affaire des chefs d'État et de gouvernement, des gouvernements qui s'arrangent entre eux et qui d'ailleurs conviennent d'un budget qui est un budget 1% du produit intérieur brut de l'ensemble de l'Union européenne. Ce n'est pas le budget d'une puissance mondiale. Donc le vrai sujet maintenant, c'est d'engager le débat par des conventions citoyennes sur ces questions-là. Quels sont les domaines dans lesquels les États membres seuls n'ont plus vraiment les moyens d'exercer leurs prérogatives de souveraineté? Et si ce constat est fait, eh bien, il est temps d'imaginer, c'est vrai pour la défense, c'est vrai pour les climats, c'est vrai aussi pour les fraudes et les paradis fiscaux, et pour les données numériques. Allez, on passe à notre dossier du jour, à une petite révolution cette semaine, le RGPD, 4 lettres qui vont changer votre vie privée. RGPD pour règlement général pour la protection des données, texte européen pour mieux protéger nos données numériques. Il s'impose à tous les Européens à partir du 25 mai. En quoi ce texte protège-t-il davantage notre vie privée? Le point avec Félix Huel. On l'appelle l'or noir du XXIe siècle. Le traitement des données est un marché aux perspectives démesurées qui pèse déjà plus de 130 milliards d'euros. Un marché que l'Union européenne est décidée à réguler. Voici donc le RGPD, le Règlement général de protection des données. La première grande nouveauté du texte, c'est que les entreprises, étrangement, pourront plus facilement collecter vos données. C'est le cas de BioSerenity, une société spécialisée dans les vêtements connectés pour les malades. Elle récolte donc des informations de santé, parfois très sensibles. Fondée il y a 4 ans, l'entreprise a dû attendre 1 an avant d'obtenir une autorisation de la CNIL. Un processus qui va disparaître avec le RGPD. Il y a quelques années, on était contraint d'attendre l'autorisation afin de mettre en œuvre notre produit. Avec le nouveau règlement, en fait, on peut se suffire en fait d'une simple déclaration. En contrepartie de cette liberté, les entreprises seront obligées d'être totalement transparentes sur l'utilisation qu'elles font des données. Le RGPD garantit en effet aux citoyens européens l'accès, la rectification et la suppression de ces informations personnelles. À BioSerenity, pour cela, depuis 1 an, on a désigné une déléguée à la protection des fichiers. Alors ça, c'est notre exemplaire papier du RGPD. On en a plusieurs pour être sûr qu'on en a toujours un sous la main quand on en a besoin. C'est un poste obligatoire pour les entreprises qui gèrent beaucoup de données. Je m'occupe de recenser les traitements de données personnelles.
et de m'assurer que la manière dont on traite les données personnelles en interne est conforme à la législation, au RGPD et aux législations nationales. Autre grande nouveauté, le principe de proportionnalité. En clair, il faut que la récolte des données soit en adéquation avec l'objectif recherché par l'entreprise. Prenons par exemple les applications de lampe torche. Certaines demandent accès aux données de la caméra, rien d'anormal, la lampe torche fonctionne avec le flash du téléphone. Plus surprenant, certaines applications souhaitent également accéder à nos photos, à nos informations sur les Wi-Fi utilisés et même à l'historique de nos appels. Rien à voir donc avec la simple fonction de lampe torche, cette application ne pourra plus être proposée en Europe. Dernier grand changement avec la lutte contre le piratage. Si une entreprise se fait voler des données, elle devra le signaler aux autorités, voire à ses clients. Une situation comme celle qu'Uber a connue en 2016 ne serait plus possible. La société californienne s'était fait pirater les données de 57 millions de clients. À l'époque, elle n'avait rien dit et aurait préféré payer une rançon. La plupart des chefs d'entreprise français se félicitent du RGPD, mais ils s'inquiètent. Toutes ces règles ne vont-elles pas les pénaliser face à des pays aux législations beaucoup plus souples? Certains députés ayant travaillé sur le texte les ont rencontrés pour écouter leurs doléances. Je vais être obligé d'avoir une version un peu différente pour les États-Unis que ce que je vais avoir pour l'Europe, ou alors ça veut dire que je bride les États-Unis. Alors l'optimisme des députés en disant mais les Américains vont aussi comprendre un jour la protection des données privées, etc. Et puis ça finira par aller dans le même sens que nous, je le souhaite. Ouais, moi j'attends de voir, je suis pas devin. Aujourd'hui, on est en avance, c'est pas toujours le cas au niveau numérique par rapport aux États-Unis. Voilà, je pense qu'il faut qu'on continue de façon positive et que les citoyens américains, eux, vont aussi demander plus de sécurité de leurs données. En cas de non-respect du RGPD sur le sol européen, les contraventions pourront grimper jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Voilà, reportage de Félix Suel. Eva Joly, des données personnelles mieux protégées. Là, il y a des sanctions. Ça change tout. Hein. Ça va changer quoi pour nos concitoyens européens? Mais là, c'est des vraies sanctions, parce que ça peut donc atteindre 4% du chiffre d'affaires, alors qu'actuellement, les amendes étaient de l'ordre de 100 000 euros, 150 000 euros. Donc c'était dérisoire par rapport... Ouais. Oui, donc maintenant, c'est incommensurablement plus important. C'est donc une législation très protectrice de nos données. C'est la meilleure au monde. C'est l'Europe qui protège. C'est la portabilité, par exemple, de données. C'est la possibilité d'avoir accès aux données, de les corriger s'ils sont erronés. Et c'est le droit à être informé si l'entreprise a eu des difficultés. On se rappelle que Yahoo s'est fait pirater un demi-milliard de comptes en 2014 et elle n'a prévenu que 2 années après. Là, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les usagers seront informés en temps réel et peuvent prendre des précautions. Donc, c'est une très bonne régulation. Elle va être mise en œuvre en France par la CNIL. Et donc, il est important maintenant que la CNIL soit dotée des moyens à l'auteur de sa nouvelle mission. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais je compte sur le prochain budget pour augmenter ses effectifs et ses crédits. Christine Revaud-Dallon, c'est un grand pas vers la protection des Européens? C'est tellement un grand pas que quand Mark Zuckerberg, avant qu'il vienne devant nous, devant ce 6 millions il était entendu mardi au Parlement européen, il vous a convaincu, il s'est excusé. Hein? Il s'est excusé, mais il n'a pas répondu aux questions parce que le format ne permettait pas qu'il réponde aux questions. Et donc maintenant, on est juste dans l'attente des réponses aux questions écrites que nous allons lui adresser. Bon, avant, il disait que le RGPD allait tuer Internet. Maintenant, il dit que c'est bien. Donc il y a une avancée. C'est ça. Et avant de venir devant le Parlement européen, quand il est allé devant le Sénat américain, les sénateurs américains disaient « mais il faudrait que nous ayons un règlement du type du RGPD européen ». Aujourd'hui,
l'exemple européen est démontré partout au sein dans le monde entier parce qu'on a mis un cadre à la fois de protection mais aussi effectivement de sanctions. Ce montant de sanctions était très important à mettre en place, c'est 20 millions, c'est énorme parce que tant qu'on était sur des montants à la hauteur de 150 000, ça coûtait finalement très peu et ça n'empêchait pas ces entreprises de continuer à utiliser nos données. Nous étions des produits et pas des individus. Donc là, on a ce cadre de protection, c'est important. Jean Arthuis, on l'a vu dans le reportage, toutes ces règles, est-ce qu'elles ne vont pas pénaliser les entreprises face à des pays aux législations un peu plus souples? Laxiste. Il faut une Europe qui nous protège. Et donc, si nous imposons en Europe des règles qui sont des suppléments de dépenses pour notamment les entreprises qui opèrent en Europe et qui doivent être compétitives, eh bien ça suppose que nous prenions des régulations dans les traités de libre-échange qui compensent le poids des contraintes que nous imposons. Mais ce qui me paraît très important ici, et je partage tout à fait les avis qu'ont exprimés mes collègues, c'est que nous sommes en face de qui? Nous sommes en face des géants du numérique. d'Apple, Facebook, Amazon. Il est clair que les États membres seuls ne pèsent pas lourd. Et d'ailleurs, les Européens s'en rendent bien compte, puisqu'ils se concurrencent mutuellement pour permettre à ces géants du numérique de ne pas payer d'impôts en Europe. Ce qui est stupéfiant, en quelque sorte. Et comment se fait-il qu'il n'y ait pas de géants du numérique en Europe? Eh bien, parce que l'Europe a été d'un laxisme total. Là, nous avons un bel exemple de ce que peuvent accomplir les Européens lorsqu'ils s'unissent. Ils font le poids par rapport à l'impérialisme des géants du numérique. Donc, ceci est très prometteur et devrait convaincre tous les eurosceptiques que face à de tels enjeux, à de tels défis que nous lance la mondialisation, il n'y a pas d'alternative à l'Union européenne. Eva Joly, il y a eu le scandale de la firme Cambridge Analytica, qui a pu, donc cette firme qui a pu exploiter à leur insu les données de dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook pour une utilisation à des fins politiques, impliquée entre autres dans la campagne de Donald Trump. Est-ce que ce scandale peut arriver avec ce RGPD? C'est justement, c'est des bornes, parce que maintenant, il faut l'accord du titulaire du compte de Facebook, par exemple, pour que les données soient exploitées. Et je ne vois pas les citoyens donner leur accord pour influencer la campagne électorale en Amérique ou en Grande-Bretagne. Parce que Cambridge Analytica a aussi influencé le référendum sur le Brexit. Et donc, on voit bien combien c'est dangereux de laisser les opérateurs disposer librement de nos données. C'est quelque chose qui atteigne la démocratie au cœur. Donc, vraiment, ce règlement général de protection des données est très important. Allez, on passe à notre rubrique de fact-checking. Exemple concret, grâce au RGPD, aurez-vous le droit d'accéder aux mails de votre patron qui parle de vous? C'est Checkpoint préparé par Ambroise Carton aujourd'hui. Quelles sont les données collectées par les entreprises? Le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles devrait permettre d'y voir plus clair. Pour les citoyens, grâce à ce règlement, vous allez pouvoir reprendre en main vos données. Vos données qui sont aujourd'hui stockées chez des fournisseurs en ligne, des plateformes en ligne, des sites en ligne. Et toutes ces données, vous allez pouvoir leur demander de vous les envoyer. Les consommateurs seront donc mieux informés sur l'utilisation que les grandes entreprises comme Google, Facebook ou Amazon font de leurs données. Mais pourra-t-on vraiment tout savoir? Selon le quotidien britannique The Guardian, si un travailleur en fait la demande, l'employeur devra lui fournir une copie des données qu'il détient, en ce compris tous les emails où il est question de l'employé. Vrai ou faux? Qu'entend-on par données personnelles? En résumé, ce sont toutes les informations liées à une personne physique. Par exemple, ce qu'on trouve sur sa carte d'identité, son nom, son adresse, mais aussi un numéro de téléphone ou une adresse email. Le RGPD est une sorte de piqûre de rappel. En Belgique et en France, cela fait longtemps qu'on peut demander l'accès à ses propres données. Mais c'était parfois un parcours du combattant. Ce qui est nouveau, c'est l'amende pour les entreprises qui ne respectent pas les règles. L'amende peut être astronomique, 4% du chiffre d'affaires mondial. Cela ne veut pas dire qu'on pourra accéder à absolument tout. Pour en être sûr, on a envoyé un email à la Commission belge de la protection de la vie privée. Et ils nous ont répondu ceci.
Le droit d'accès n'est pas illimité. Il devra également être tenu compte d'autres obligations telles que la confidentialité des communications ou la sécurité nationale et publique. Tout ça se retrouve d'ailleurs à l'article 23 du RGPD. Et si l'employeur et l'employé ne sont pas d'accord, ils pourront demander à un juge de trancher. Donc c'est vrai, le but du RGPD est bien de faciliter l'accès aux données personnelles en Europe, mais avec certaines limites quand même. Voilà, vrai, le RGPD protège les données personnelles et faux, les courriels personnels de votre employeur, même si votre nom est cité, les mails sont du domaine de la correspondance privée, et donc vous n'y avez pas accès. Il y a donc des limites à la transparence, Eva Joly, la confidentialité des communications et la sécurité nationale et publique. Oui, c'est comme toute chose. Il y a le principe et puis il y a d'autres considérations comme la sécurité nationale, la défense et aussi le secret de l'employeur. Jean-Thuy, comment vous expliquez que la majorité des entreprises françaises n'est pas encore prête pour appliquer le RGPD? Il faut laisser du temps. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Il y a des règlements qui arrivent, il y a des directives qui sont votées, mais on attend le dernier moment. Donc, ce que je crois, c'est qu'il faudra certainement quelques mois pour être à la hauteur de l'objectif qui est visé, mais la démarche est une démarche salutaire. Reprendre en main ses données personnelles, c'est reprendre en main son destin. La protection est totale. Est-ce qu'une information qu'on donne maintenant, par exemple concret à Facebook, est-ce que ça peut être exploité par des grandes centrales de sécurité comme la CIA, la NSA? Il y a la question de sécurité nationale qui doit être mise de côté, parce que ça, on peut quand même pas revenir dessus. Mais il y a peut-être quand même des fois où la CIA ou ces organismes-là vont au-delà de ce que la loi leur autorise de faire. Donc il faut que sur ce qui est du droit commun, ils relèvent effectivement du droit commun, et pour ce qui est de toutes les considérations liées à leur mission, ils continuent à avancer. Mais je voulais juste rebondir sur une chose. Vous disiez, les entreprises sont peut-être pas encore prêtes. Ça fait juste 2 ans qu'on l'a voté au Parlement européen. Donc tout le monde le savait que ça arrivait. Et il y aura un nouveau texte européen qui sera très important, qui va conforter le RGPD, c'est le e-privacy. Avec ces 2 éléments-là, on devrait être protégé. Le mot de la fin? La CNIL a déclaré que la première année, c'est l'accompagnement et que ce n'est pas les sanctions sa première préoccupation dans les mois à venir. Donc je pense que les entreprises peuvent être rassurées s'ils mettent en place les structures. Vous pensez que le RGPD européen va faire des bébés aux États-Unis, en Asie? Il faudrait qu'il y en ait partout dans le monde. Il faudrait qu'il y ait une protection des données partout dans le monde. Et là, ce sera le mot de la fin. Ça dépend des valeurs, et des valeurs fondamentales de l'Europe. Et l'Europe doit être emblématique, c'est le respect des libertés publiques, de la démocratie, de l'état de droit, de l'indépendance de la presse. On les respecte, ces valeurs aux États-Unis, non? Oui, mais c'est vrai qu'en Europe, on les respecte également. En tout cas, merci à vous trois d'être venus débattre avec nous. C'était passionnant. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouvez Nora Hamadi, même endroit, même heure. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Et là, RTBF. Bye bye.